janvier 2026. Alors, tout d'abord, nous allons commencer simple, comme d'habitude, par les résultats des pronostics donnés hier. Alors, en premier lieu, j'avais donné de la Serie A, donc Como, qui jouait à 15h hier face à Pisa. J'avais donné la victoire de Como ou le nul 2, parce que je voyais un match plutôt serré, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. 3-0 pour Como, des buts en fin de match, mais ça rentre quand même, donc franchement, je suis très content, surtout un pronostic avec une cote à pas loin de 2, pas loin d'un 70 pour la victoire de Como, donc franchement, une très très bonne cote. Ensuite, j'avais vu 3 autres matchs. Donc, un autre de Serie A, Sassuolo-Juve. Je m'attendais quand même à un match un but des deux côtés. Ça n'a pas été le cas malheureusement parce que Sassuolo n'a pas marqué. Ils n'ont même pas été présents quasiment pendant le match. On le voit, 7 tirs au total sur seulement 2 cadrés comparé à la Juve qui a 17-10. Donc, il y avait vraiment un écart entre les deux formations. Et donc, malheureusement, ce pari-là ne passe pas. Et on le voit rien qu'aux notes de Sassuolo. Il y avait personne qui était vraiment prêt à mettre minimum un but pour ce match-là. Ensuite, j'avais vu The New Sense, c'était au Pays de Galles avec face à Palatin. Je les avais donnés gagnants, ils sont passés. Après 2-1, c'est peu. Je pensais beaucoup plus de buts de leur part. Et surtout qu'on avait donné un buteur qui était celui-là à Williams, mais qui n'a pas marqué. Donc assez étrange parce que je vous le montre, il était sur des buts quasiment sur les derniers matchs. Il était à plus de 20 buts marqués en championnat. Donc ça m'étonne, mais bon, faut faire avec malheureusement. On peut pas toujours avoir raison sur les pronostics. Mais la victoire de TNS, je m'attendais à plus. Donc un peu déçu, mais bon. Ensuite, j'avais vu les Rangers aussi face à Aberdeen. Donc cette fois-ci en Écosse. Les Rangers qui ont fait le travail. Glasgow Rangers qui ont très bien joué. 2-0, 2 buts en première période. Donc il n'y avait rien d'autre à dire. Ils avaient une très bonne cote, quasiment à 1,30. Donc on va dire que maintenant, après coup, Como et les Rangers qui gagnent, c'était très intéressant à jouer en combiné. Mais bon, on peut pas toujours avoir raison malheureusement. Donc hop, on enlève ces pronostics-là, c'est du passé. Maintenant, on s'attaque à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait pas mal de matchs, surtout Première Ligue Serie A. C'est là-dessus que je me suis concentré. Et on va commencer par un match à 18h30. Donc dans 2 heures. Faut pas que je me trompe. Faut que je me dépêche surtout sur le montage pour être plutôt rapide et que vous puissiez voir l'analyse. Alors, Naples et Las Vérone. Simple, hein, je veux dire, Naples est plutôt passé le mal, on le voit quand même. Il faut une victoire de Naples sans encaisser de but et ça se voit surtout déjà par le classement. Naples est 3e, ils ont 2 points de retard simplement sur l'Inter, donc ils peuvent forcément aller chercher encore plus haut. Donc là-dessus, je me fais pas de doute sur Naples qui a encore une possibilité d'aller chercher la première place et potentiellement le titre avec 12 victoires quand même, 1 nul, 4 défaites pour 26-13. Donc une équipe offensivement pas si mal, qui est, on va dire, qui a quasiment les mêmes buts marqués à un but près simplement de Milan et de la Juve, et encaissé qui est l'une des meilleures défenses quasiment, avec seulement 13 buts. Donc ce qui est pas si mal. Et pour les Las Véron, on a sur une équipe avant 18e sur 20 au classement, 2-6-9 quand même, 6 nuls, 9 défaites pour 13-28. C'est quand même, on voit la différence en termes d'équipe. Et les Las Véron est à 12 points. Donc les 3 derniers sont à 12 points. Ce qui joue, ça va être la différence de but et surtout la victoire, nulle et défaite qui compte là-dessus. Donc après, voilà, ça c'est différent, mais là, par rapport aux équipes qu'on a, Naples devrait facilement, normalement, trouver le chemin d'y filer minimum, avec quand même 6 victoires à domicile, un seul nul, 14-6, ce qui est vraiment énorme. Après, pour une équipe qui est quand même bien classée, à domicile, normalement, on réussit un peu mieux. Comparé à l'Hellas Vérone qui, à l'extérieur, est 19e, donc avant-dernier. Une seule victoire, 3 nuls, 5 défaites, sur 5 buts marqués et 16 encaissés. Donc, c'est très peu pour une équipe comme ça. Normalement, c'est très peu. Pour une équipe au classement où elle est, malheureusement, ça reflète aussi sa difficulté à marquer plus. Donc bon, là en termes de buteurs, on en a pas mal. On a vu que De Bruyne était blessé, donc on peut s'attendre déjà à ce que
est-ce que certains joueurs ne soient pas là? On le voit notamment, Frank Angus, il sera pas là. Gift Orban ne fait pas non plus des très bons matchs pour les Las Véron, donc ça risque d'être un peu compliqué aussi pour lui de marquer. Mais bon, on n'est jamais sûr, hein, bien sûr. Donc on devrait être sur une équipe à peu près comme ça. Ça, c'est voilà, c'est les compos probables qui sont donnés. Mais moi, ce que je m'intéresse surtout, c'est au niveau des stats. Et là, actuellement, je vois mal une victoire de Naples. Je vois mal une victoire de l'Hellas Vérone, pardon, face à une équipe de Naples qui est quand même en très bonne forme, qui a quand même une armada offensive malgré toutes les blessures. Donc pour moi, la victoire de Naples est quand même la plus intéressante. Et donc voilà, le seul pari que je donnerai là-dessus, ce sera la victoire de Naples, puisque je vois pas d'autres, les buteurs ne m'intéressent pas là-dessus. Donc je partirai simplement sur une victoire de Naples qui est, pour ceux qui jouent au tabac, à 1,30. Donc 1,30 c'est très intéressant. Ensuite, on va passer sur un autre match que j'avais donné. Donc on va faire les deux déjà de Serie A et après on attaquera toute la première ligue. Donc vous avez toutes les affiches là et je vous les décortique après. D'abord Parme-Inter, comme ça on reste en Italie. Qu'est-ce qu'ils disent pour Parme? C'est dans un milieu de tableau très serré. Donc là voilà, l'Inter joue sur la même heure que Naples. Donc du coup là au niveau des points, les deux formations doivent normalement aller chercher des victoires pour espérer garder leur position au classement. L'équipe de Parme est pas mal quand même, c'est une équipe qui voilà, ça c'est des vagues, hein, 2 victoires, 2 défaites, un nul. Donc c'est plutôt à l'équilibre. Et on a l'Inter qui est quand même sur 2 victoires consécutives. C'est pareil, hein, Bologne et Atalanta, c'est des équipes qui sont plutôt fortes. Donc en faisant des ratios, Parme à domicile, ils ont une victoire face à la Fiorentina qui est dernier, donc c'est pas la Fiorentina des dernières années. 2 défaites, une victoire, un nul. Et on a l'Inter aussi qui est pas si mal en déplacement. Là c'est de la coupe face à Bologne, donc on ne prend pas vraiment en compte. Et après la LDC ça date du mois de novembre, donc entre temps il y a eu de l'amélioration, je l'espère. En termes de confrontation entre ces deux équipes, on a du 2-2, 3-1, 2-1 en coupe, 2-0 en amical, 2-1 en championnat. Donc par rapport au classement aussi, tout ce que je vous donne là en stats, c'est un peu rapide, mais en termes d'analyse, après, je vais vous conseiller un peu mieux. Par Inter, donc on a dit le premier du classement, l'Inter forcément, ça a fait 0 nul, 4 défaites seulement, 13 victoires, donc le ratio est forcément intéressant pour une équipe qui est victorieuse, hein, forcément, et qui est à la première place du classement, donc 38 buts marqués. C'est la meilleure attaque du championnat italien, avec seulement 15 buts encaissés. Donc voilà, derrière, meilleure défense, on a l'AS Roma, Como, mais voilà, 15 buts, c'est pas énorme non plus. Donc ça fait partie des grosses défenses aussi du championnat. Et 38 buts marqués, il y a quand même 10 buts de plus marqués que l'attaque de l'AC Milan. Donc il y a quand même une différence. De l'autre côté, on a une Parme 14e qui peut aller chercher potentiellement Cremonese 13e. Donc après, voilà, ça se joue sur quelques points. On voit qu'Agliari est à égalité de points aussi. Donc voilà, chacun aura des choses à jouer, comme chaque match. Donc 4 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 12-19, ratio plutôt négatif. Voilà, et à domicile, ils descendent d'une place avec 7-11 en termes de ratio but marqué, but encaissé, et 2-3-4. Donc bon, c'est une équipe qui veut au moins tabler le milieu du classement, donc ça peut se faire. Et on a une équipe de l'Inter à l'extérieur qui est deuxième avec 6 victoires, 2 défaites pour 14-9. Donc là aussi on est sur des très bons ratios pour une équipe forcément première du classement. En termes de buteurs, on a Lautaro Martinez qui forcément est premier du classement, 10 buts. Je dis forcément parce que pour une équipe de l'Inter, sans un gros, on va dire, un buteur sur l'attaque, ça peut être c'est un peu moins intéressant. Lautaro Martinez, donc on voit un but, une passe d'ess au dernier match face à Bologne, un but face à l'Inter. Çalhanoğlu qui est pas si mal en termes de notes, qui marque pas beaucoup, mais bon, une assist, un carton jaune, 9,1 de notes face à Bologne, c'est très bien. Matteo Pellegrino, attaquant de chez Parme, 2 bonnes notes sur les derniers matchs, un but, une assist, ok. Marcus Thuram aussi qui a marqué un but face à Bologne. Et on a aussi Angione Boni qui est actuellement blessé. Donc là actuellement on va pas le mettre en pari. Mais bon, moi si je me fie un peu là-dessus,
Je partirai déjà sur le but de Lautaro Martinez. En termes de buteur, c'est pour moi le plus safe à jouer. Parce que bon, il est premier de classement, l'équipe de l'Inter tourne très bien. Donc buteur Lautaro, il est à 2,10. Très haute cote quand même, je trouve, pour un buteur qui est en forme. Donc c'est la cote la plus basse en termes de buteur. Au-delà, c'est Marcus Thuram à 2,25. Mais je vois bien un Inter qui gagne. Après, Parme, Parme les gêne quand même, je trouve. Donc je vois bien Parme essayer de les déranger un peu sur ce match. Donc je serais potentiellement tenté de jouer un nul 2. Donc nul ou l'Inter qui gagne avec soit les deux équipes qui marquent, soit on vers 2,5 buts. Parce que ça, pour moi, il y aura un match à but là-dessus. Donc si je joue par exemple nul 2 et les deux équipes qui marquent, il est à 1,96. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a un nul 2 et le plus de 2,5 buts qui est à 1,61. Donc voilà. Là c'est des cotes hautes, tout ça, mais et encore ça a changé un peu. Donc je vous afficherai tout ça bien sûr à l'écran. Non, Parme Inter, victoire de l'Inter, ou le match nul avec les deux équipes qui marquent, je pense. Ou soit vous jouez juste l'Inter avec Lautaro Martinez buteur. Ça c'est aussi un pronostic qui peut se valoir. Donc alors, à combien est coté? Alors, je vais vous donner direct. Le Lautaro Martinez et l'Inter qui gagne 2,35. Donc ça aussi, c'est un pari intéressant. Donc après, je vous laisserai choisir. Je vous affiche à peu près ce que je vous ai donné en montage. Donc vous verrez ce qu'il en est pour vous. Ensuite, on part directement en Angleterre avec Bournemouth Tottenham. Donc deux équipes quand même qui se débrouillent bien, à vrai dire. C'est pas les premiers du classement, bien sûr, mais c'est des équipes qui sont sur des bonnes formes. On le voit notamment. Après, bonne forme, voilà, tout est relatif, mais c'est une équipe de Bournemouth, là, on le voit, ça fait des nuls, des défaites, mais c'est des équipes qui marquent 4-4, 1 partout, 4-1, 2-2, 3-2. C'est des équipes à fond qui encaissent beaucoup et qui marquent énormément. Tottenham, c'est un peu moins le cas, mais au niveau des classements, vous verrez ça. Donc Tottenham, 2 nuls consécutifs, Brentford et Sunderland. Pas des matchs fous en termes de buts comparé à Bournemouth, mais ça peut vite changer. Au dernier match, Bournemouth avait gagné 1-0. Il y a eu 2-2 au match d'avant, un partout, 3-1, 2-0. Donc, il y a des choses à faire. En termes de classement, vous le voyez, Tottenham est 13e du classement. 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 28-24. Donc comme je vous disais, le ratio but marqué, but encaissé de Tottenham est quand même plutôt proche. Donc malgré les 2 nuls des derniers matchs, c'est une équipe quand même qui marque et qui encaisse pas mal. Bournemouth 15e, donc 5 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 31-38. Donc il y a beaucoup plus de buts marqués et beaucoup plus de buts encaissés que Tottenham, parce que c'est une équipe beaucoup plus joueuse tout simplement. Et à domicile, on le voit, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 13-9, donc ratio cette fois-ci positif. Et Tottenham, bien sûr, à l'extérieur, bah, ça reste une bonne équipe, malgré le fait que je le constate moins. Sur leur dernier match avec 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 16-12. Donc voilà, on va dire équipe forte, un peu plus sur le classement que sur le terrain. Antoine Semenyo, du côté de Bournemouth, pas des très bonnes notes, autrement ça marque quelquefois. Richarlison, t'as des bonnes notes qui marquent pas tant que ça. Donc moi, là-dessus, je vais être plutôt simple. Je vais jouer les deux équipes qui marquent à 1,50. Ça peut être c'est un pari plutôt fiable par rapport au fait que Bournemouth marque beaucoup de buts et en encaisse pas mal. Après, on peut jouer aussi quelque chose qui est les deux équipes qui marquent avec le over 2,5 buts. Comme ça passe quasiment à chaque fois face à Bournemouth. Et si on le joue celui-là, il est à 1,76. Donc voilà, cote plutôt élevé. Ou soit si jamais vous faites un combiné, que vous voulez une petite cote en plus, vous mettez le plus de 0,5 buts pour Bournemouth qui est à 1,18. Donc si vous combinez avec d'autres matchs, des petites cotes ou d'une cote à 1,50, 1,60, ça peut être toujours un pari en plus qui risque de fortement passer pour ma part. Ensuite, on reste toujours en première ligue, donc là on va y rester jusqu'à la fin de l'analyse avec Brentford Sunderland. Donc là, deux équipes surprises du haut de tableau, donc ça voilà, fallait s'y attendre. C'est des équipes qui jouent très bien.
Après, on a pu voir vite fait la dernière rencontre, donc le 0-0 face à Tottenham, et Sunderland qui a fait aussi un partout contre Tottenham. Donc Tottenham fait nul déjà face à ces deux équipes-là qui s'affrontent, mais autrement Brentford est en bonne forme quand même. 4-2, 0-0, 4-1, 2-0. Comparé à Sunderland qui vise pas mal de nuls, avec pas beaucoup de buts quand même, où soit leur victoire elle a été que sur un but, donc Sunderland ferme un peu plus le jeu que Brentford, donc c'est un indice de comment on peut jouer ce match. Après, sur les stades de fond de confrontation, Sunderland a gagné au dernier match 2-1, ensuite 2-0 Brentford, 3-3, 2-1 partout. Okay, donc c'est des équipes qui marquent quand même, qui encaissent. Et c'est des équipes qui sont surtout bien placées. Brentford, Sunderland. Brentford 9 victoires, 3 nuls, 8 défaites, 32-28. Et Sunderland 7 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 21-19. Donc voilà, on voit que Sunderland ferme un peu plus le jeu que Brentford qui l'ouvre un peu plus. Et par contre, ça reste le même nombre de points. Et à domicile, Brentford s'en sort bien 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 20-10. Donc le ratio est très positif. Et Sunderland se déplace à beaucoup plus de difficultés à l'extérieur avec 5-11. Donc 2 buts marqués, 4 nuls, 2 buts marqués, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc là-dessus, moi je partirais sur un score plutôt en faveur de Brentford. Donc la victoire de Brentford est à 1,78. Pour moi, c'est très intéressant. Le 0,5 de Brentford. Si jamais vous pensez qu'il va avoir juste un but de Brentford, vous pouvez le jouer. Il est à 1,20. La cote m'intéresse pas tant que ça, même si elle paraît plus attrayante déjà que Bournemouth face à Tottenham. Mais bon. Non, moi je reste sur la victoire de Brentford. Ils reçoivent mieux. Sunderland se déplace a plus de mal, et les nuls actuels de Sunderland donc peuvent être aussi un motif du fait qu'ils vont refermer le jeu de Sunderland, mais je vois quand même peut-être 1-0, mais je vois pas énormément de buts, donc après je peux me tromper, mais je pense que déjà rien que la victoire de Brentford peut être intéressante à jouer. Ensuite, Crystal Palace Aston Villa. Donc là, on a des équipes qui sont un peu en exact opposé en termes de stats actuelles. On va commencer déjà direct par le classement. On a un Aston Villa 3ème, même nombre de points que City. Donc ça peut. City qui joue aussi ce soir. Donc les deux peuvent être intéressantes. Les deux vont vouloir une victoire avec 13 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 33 buts marqués, 24 encaissés. Donc ça encaisse plus de buts forcément que City et ça en marque moins. Donc il y a quand même 10 d'écart. Après les comparer face à City, c'est par rapport juste au nombre de points. Mais bon, Aston Villa est quand même sur une grosse série actuelle qui a été juste stoppée par Arsenal. Mais autrement, ils s'en sortent très bien. Crystal Palace est seulement 14ème, 27 points, 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites, avec 22-23. Donc ça, le ratio but marqué, but encaissé est pareil également. Alors qu'on le voit qu'à domicile, ils ont un peu plus de mal. Ça accroche plus le nul, ou ça perd, mais ça a un peu plus de mal sur les victoires. Pour un ratio négatif de seulement 2 buts encaissés de plus que 2 buts marqués. Donc après, c'est une équipe de Crystal qui a un peu de difficulté à domicile comparé à l'extérieur. Et Aston Villa à l'extérieur qui n'est pas non plus si mal, malgré que le ratio soit négatif. 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Donc on va dire que c'est pas leur, leur meilleure forme dans cette composition-là, c'est-à-dire Crystal Palace à domicile et Aston Villa à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Jean-Philippe Mateta en termes de meilleur buteur de Crystal Palace. Ça fait des matchs bien, ça fait des matchs, on va dire, un peu bas, un peu nul, mais bon. Buteur un peu trop instable. Morgan Rogers, c'est pas mal. Après, voilà, c'est un milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué de marquer là-dessus, mais bon. Après, il y a Ollie Watkins. Ollie Watkins, malgré ses mauvaises notes, ça marque toujours. Donc, je vois mal à Ollie Watkins ne pas marquer sur ce match-là. Donc, je n'ai pas regardé au niveau des stats. On a une équipe des Crystal qui est dans le rouge. On le voit sur les 5 derniers matchs comparé au beau vert d'Aston Villa, sauf bien sûr la défaite face au premier du classement de Premier League. Mais autrement, on a un Crystal Palace qui domine en termes de confrontation face à Aston Villa. Donc 3-0, 3-0, 4-1, 2-2, 2-1. Donc
même à domicile, hein. Crystal Palace gagne pas mal face à Aston Villa. Donc attention tout de même. On sait qu'Aston Villa se déplace bien, mais bon, faut quand même se méfier, je pense, de Crystal Palace. Donc moi, je serais sur une option de jouer la double chance. Je serais sur une option de jouer Crystal Palace, Aston Villa qui gagne ou le match nul, avec les deux équipes qui marquent. Parce qu'au vu de la forme d'Aston Villa, pour moi, ils doivent encore aller chercher des points. Donc face à Crystal Palace, ça pourrait se faire. Mais, euh, mais le but de Crystal va quasiment être, je dirais quasiment certain, parce que ils ont des bonnes formes face à Aston Villa. Et sur les derniers matchs, ils arrivent quand même à mettre au moins un but. Pas face au gros du classement, mais bon, Aston Villa, voilà, c'est plus compliqué, on va dire, d'être sur les hauts de tableau, et surtout qu'Aston Villa encaisse beaucoup sur les 5 derniers matchs, ils encaissent au moins un but. Donc je serai là-dessus. Après, vous pouvez jouer le 0,5 de Crystal Palace, qui est à 1,32. Très bonne cote. Et les deux équipes qui marquent pour moi est un peu élevée, mais je resterai là-dessus. C'est-à-dire double chance, nul 2, donc nul ou Aston Villa et les deux équipes qui marquent, avec ou, ou le 0,5 du Crystal Palace. Ensuite, en termes d'analyse finale, on attaque le dernier match Fulham-Chelsea. Donc des équipes, vous verrez, qui sont en très bonne forme. Ça marque beaucoup, ça encaisse beaucoup au niveau des stats. On le voit, ils font 2-2 face à Liverpool et Fulham. Et en ayant vu la fin de match, incroyable. Donc ils ont toujours des armes, même en fin de match Fulham, donc ne pas enterrer trop vite. Donc 2 nuls consécutives. Ça a marqué sur ces 5 derniers matchs minimum un but Fulham. Et pareil pour Chelsea, ça marque minimum un but, mais ça en encaisse au moins un. Et en termes de résultats de confrontation, on a Chelsea qui mène 2 victoires sur les 2 dernières confrontations, 2-0 et 2-1. 2-1 Fulham, ça remonte à 2024, donc 26 décembre, donc c'était pendant le Boxing Day. Autrement, c'est Chelsea qui domine à peu près. Ouais, domicile, ok. Donc là, c'est leur deuxième match à domicile Fulham. Donc, s'ils veulent prendre des points, c'est le moment. Surtout qu'ils sont dans le milieu de tableau. 11e, c'est pas mal. 8 victoires, 4 nuls, 8 défaites. 28-29, donc le ratio but marqué, but encaissé est beaucoup. J'ai l'impression sur le milieu de tableau est très proche. C'est un peu le but, hein. Les premiers de tableau ont plus de buts marqués qu'encaissés, normalement. Les milieux de tableau sont plus à l'équilibre et le bas de tableau normalement encaisse beaucoup plus que ce qui marque. Donc la Fulham est au milieu. Après c'est soit ça gagne, soit ça perd. Voilà. Et Chelsea qui est au même nombre de points que Manchester, qui a une Ligue Europa quand même, qui peut quand même essayer d'aller chercher plus. Parce que là on n'est qu'à la seconde partie de saison, donc ça changera, peu importe les victoires, les défaites, le classement pourra changer. Donc 8 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 32-22. Et encore, pour une équipe de Chelsea 5e, c'est victorieux, mais le nul est quand même derrière. Et les défaites, 5, bon ça va. 32-22, donc le ratio est pas mal. Une équipe de Fulham qui est 10e à domicile, qui a un très bon ratio à domicile, 17-12, avec 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Pour une équipe de Chelsea qui est 4 nuls, 4 nuls, 4 victoires, 18-11. Donc Chelsea quand même peut-être un peu des nuls. Donc analyse à faire quand même. Harry Wilson, en termes de buteur, comme ça on va comparer Harry Wilson, milieu de terrain de Fulham, des très bonnes notes, c'est lui qui marque face à Liverpool. Okay. On a joué au Pedro pour Chelsea. Ouais, c'est pas le buteur que j'aurais attendu. Et Enzo Fernandez qui est sur 2 buts consécutifs. Donc pour un milieu, c'est intéressant, hein. Je veux dire, on peut le tenter, c'est pas grave. Mais là-dessus, moi je revois un match comme face à Liverpool, donc je serai plus sur les deux équipes qui marquent avec un over 2,5 buts. Donc ce qui veut dire que 3 buts dans le match, c'est fort possible. Avec ouais, avec les deux équipes qui marquent, ça peut facilement passer, surtout que c'est des équipes joueuses. Donc là, on a une cote à 1,78, ce qui est très bien donné, hein, pour une équipe pareille. Et après, en termes de buteur, j'ai envie de tenter comme ça. Je serais pas mal tenté sur un Enzo Fernandez ou... Alors, est-ce que je peux le trouver? Déjà, il faut que je regarde si c'est disponible. On doit avoir un Enzo Fernandez avec... comment il s'appelle déjà? Enzo Fernandez
et, euh, et Wilson. Donc après, ouais, c'est bon, je l'ai. Donc c'est Harry Wilson et Enzo Fernandez ou Enzo Fernandez buteur. Donc Harry, donc Fulham ou Chelsea, en gros, l'un des deux buteurs. On est sur une cote à 2,15. Donc c'est franchement bien coté, moi je trouve, hein, pour un prono pareil. Après voilà, faut attendre les compos, faut savoir ce qu'il en est. Et c'est surtout que c'est des milieux de terrain. Enzo Fernandez surtout. Après Wilson est aussi un milieu, donc ça peut être un duel de milieu. À voir. Voilà, pour moi je reste là-dessus. C'était tout en termes d'analyse. Après, là, comme ça me revient en rapide, je voudrais voir quand même quelques cotes avec vous. Il y a un truc qui m'intéresse tout de même, que je garde en tête. Le but de Tajani Reinders à City est à 3,65. Voilà, buteur fun, parce qu'il a marqué sur les 2 derniers matchs. Voilà, on ne sait jamais. Et pour le reste, je n'ai rien vu de plus. La Super Coupe, je ne l'ai pas regardé, donc je pense que le Barça va quand même aller la gagner, mais bon. Toc toc. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Le Barça devrait s'imposer en Super Coupe quand même. Donc, mais bon, là actuellement, moi je donne pas d'analyse sur le match du Barça. Je reste sur ceux que j'ai donnés. Donc je vous afficherai quand même les buts de Reinders City et la victoire du Barça quand même, mais sans analyse, sans rien. Donc vraiment au pied levé. Donc voilà, je vous donne ça comme ça. Nous on se laisse là-dessus. Je fais rapidement le montage, je vous envoie tout ça sur YouTube et nous on se retrouve du coup sur Insta pour les derniers petits ajustements. Les derniers petits ajustements et les pronos finaux du coup que je vous enverrai sur quasiment chacun des matchs.